Je vous le disais, l'info sur l'Ukraine, eh bien, ce sont ces tirs. Alors, tout le monde pense à des tirs ukrainiens, même s'ils ne sont pas revendiqués, sur la ville russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, en tout cas largement à portée de canon. Lucille de Villers, que sait-on ce matin sur ces frappes ? Bien, on sait que ces frappes ont touché la ville de Belgorod, 400 000 habitants. C'est la grande ville russe la plus proche de la frontière ukrainienne, à 40 km au nord, située en face de la ville ukrainienne de Kharkiv. Et hier soir, donc, Belgorod a été la cible de bombardements très violents. Une dizaine d'immeubles résidentiels ont été touchés, tout comme une quarantaine de maisons, dont certaines auraient été détruites. Au moment où l'on se parle, Damien, 3 personnes sont décédées selon Moscou. On ne sait pas exactement d'où sont parties ces frappes, si elles sont parties depuis les airs ou si elles ont été tirées depuis le sol. Mais pour le gouverneur russe de la région, ça ne fait aucun doute. C'est bien Kiev qui en est à l'origine. Et les autorités ukrainiennes, pour l'instant, se refusent à tout commentaire. Et apparemment, en plus, Lucille, c'est pas la première fois que la Russie est ainsi ciblée. Oui, le 1er avril dernier, les autorités russes accusaient déjà Kiev d'avoir mené une attaque par hélicoptère, très précisément sur un dépôt de pétrole dans cette même ville de Belgorod, et on en avait beaucoup parlé ici sur ce plateau. Personne n'avait été tué et c'était la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine que la Russie dénonçait des frappes sur son territoire. À l'époque, le gouvernement ukrainien avait refusé de confirmer ces frappes sans jamais toutefois formellement démentir. Merci beaucoup Lucille. À vos côtés, le général Jean-Marc Maril. Bonjour, vous êtes général de brigade et historien. On est ravis d'accueillir également Masha Kalina, ukrainienne, conseillère en art, commissaire d'exposition basée à Paris, mais surtout qui défendait votre pays. Et puis Jérôme Poirot est avec nous, auteur du livre Renseignement et espionnage, au-delà des légendes. Général Maril, pourquoi est-ce que les Ukrainiens, que ce soit il y a 3 mois ou tôt ce matin, ne revendiquent jamais les tirs ? C'est une excellente question. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Oui, absolument. Je pense qu'ils ne veulent pas paraître comme pouvant être sur le même pied que les Russes et qu'ils s'attaquent à la population civile. Donc ils évitent de le revendiquer. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir tapé sur Belgorod? Peut-être montrer aux Russes que eux aussi peuvent subir les conséquences de raids de terreur et que donc c'est la réponse du berger à la bergère. 35 km la frontière, ça veut dire que la ville a pu être atteinte par de simples canons? Oui, par les REM par exemple américains. Qui ont certainement pu... ou les canons César français? Ou moins les canons César français. Pourquoi? J'espère que non. Parce que la France a vraisemblablement mis des conditions à l'utilisation de ces armes. Et on peut penser que parmi ces conditions, il y a le fait qu'elles ne soient pas utilisées pour tirer en territoire russe. Parce que les Russes peuvent le savoir? Oui, bien sûr. On sait toujours... un obus ou un missile laisse toujours des traces, il y a toujours des fragments, donc il est toujours très aisé d'identifier quel type de munition a été utilisé. Par conséquent, quel est le vecteur, quel est le canon qui a été utilisé, le type de canon qui a été utilisé. Et ça pourrait être un point de non-retour pour Poutine vis-à-vis d'un Emmanuel Macron qui veut toujours garder la ligne ouverte? Alors, c'est toujours très fragile, hein, la question de savoir si on est co-belligérant, pas co-belligérant, mais il y a quand même un certain nombre de règles non écrites, conflit par conflit, et vraisemblablement, il y a là des conditions assez précises qui ont été mises par les Français, mais par les autres pays qui fournissent des armements sur les conditions d'utilisation. Pour le Caesar, ce serait une limite de portée. Ça voudrait dire qu'ils aient mis à la frontière le canon français pour tirer. On nous dit que c'est 70 km un Caesar, non? Non, c'est plutôt 40 km en règle générale. Donc, et en plus... Les Américains vont plus loin? Les LRM, oui, vont plus loin. D'accord. Mais... et puis les canons qui vont très loin utilisent des obus spécifiques, il n'y en a pas beaucoup, donc je ne pense pas qu'ils aient utilisé ce genre de... Même s'ils avaient utilisé nos canons, je ne pense pas qu'ils aient utilisé les obus aussi rares qui permettent de tirer très loin. Question, pourquoi est-ce que les Ukrainiens ne ripostent pas davantage? Après tout, votre pays est envahi, on pourrait avoir des tirs sur le territoire russe tous les jours de leur part. Ils concentrent peut-être leurs efforts là où la bataille se joue réellement, c'est-à-dire dans l'Est et dans le Sud. On est dans une logique de tir de représailles. Et tir de représailles, ils peuvent en faire tous les jours. Hein. Oui, ils peuvent en faire tous les jours. Mais c'est pas très porteur, je pense, de faire ça systématiquement. Il y a déjà tout l'Est de l'Ukraine qui est envahi par des troupes russes. Donc la frontière russe et les villes russes où des
cibles russes sont quasi hors d'atteinte. Et puis, il y a toujours il y a une grande dimension psychologique dans les frappes dans le territoire ennemi. On l'a vu au début de la Deuxième Guerre mondiale. Après Pearl Harbor, les Américains ont voulu aller bombarder Tokyo, ce qu'ils ont réussi à faire dans des conditions avec un raid incroyable, tout à fait hallucinantes. Et les Anglais ont fait la même chose au début de la bataille d'Angleterre. Il y a eu une frappe aussi, des bombardements sur Berlin au tout début de l'été 1940. Là, on est à 35 km. Hein. Oui, c'est pas un exploit technologique. Non, c'est pas un exploit technologique, mais l'idée, c'est quand même de frapper l'opinion à la fois russe sur le fait que le territoire russe n'est pas un sanctuaire, et puis l'opinion internationale. La preuve, on en parle beaucoup parce que c'est un événement assez rare dans cette guerre. Ouais. Pourquoi toucher une ville habitée, des immeubles civils, des maisons? Parce qu'on va leur faire le même reproche qu'aux Russes, c'est la politique de la terreur. Pourquoi ne pas toucher des objectifs militaires qu'ils doivent connaître dans la région? Je pense que c'est quelque chose qui est lié peut-être à l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et ils sont quand même agressés, ils ont subi beaucoup de destruction dans des immeubles et des populations civiles ont souffert. Donc, c'est aussi... Regardez ce que ça fait. Oui, regardez ce que ça fait. Et puis, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le Donbass. Il y a eu des populations civiles qui ont été touchées par des tirs ukrainiens et des populations civiles qui ont été touchées par des tirs russes. Donc, là, ils ont simplement exporté ce qui se passe quelquefois dans le Donbass, où les populations civiles souffrent des tirs d'artillerie qui se jouent entre les Russes et les Ukrainiens. Ça peut énerver Poutine ou bien ça fait partie des pertes et profits? On peut imaginer qu'ils prennent très très mal le fait que le territoire russe soit bombardé. Ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Reste la question, je crois qu'à ce stade, on ne sait pas quelles sont les cibles précisément qui ont été visées, s'il s'agissait de bombardements indiscriminés. Enfin, à Belgorod, il y a d'évidence des cibles militaires, il doit y avoir des troupes, des matériels. Vous l'indiquiez il y a quelques mois, c'est un dépôt d'essence, donc c'est une cible à la fois civile mais militaire. Ça, c'était le 1er avril, je crois. Qui avait été touchée. Donc ce sera intéressant de savoir à la fois comment les Russes vont communiquer quand ils donneront davantage de détails sur les dégâts, la nature des cibles. S'ils en donnent. S'ils en donnent, bien sûr. S'ils n'en donnent pas, c'est un indice aussi important que peut-être ce sont des cibles militaires qui ont été touchées. Quant aux Ukrainiens, je pense qu'ils ne changeront pas de position. Selon la formule consacrée dans ces domaines-là, ils ne confirmeront pas, mais ils n'infirmeront pas non plus. Masha Kalina, c'est normal que votre pays riposte? Bonjour. Bonjour. Oui. Je vais commencer, comme toutes mes interventions, je vais commencer par remercier le peuple français qui soutient énormément l'Ukraine dans cette guerre. Par contre, concernant cet épisode-là, je ne pense pas être en mesure de donner un commentaire avant mon propre gouvernement, ni être dans la position. Par contre, on parle beaucoup de est-ce que c'est l'Ukraine qui a tiré, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas. On s'en doute un petit peu. On s'en doute un peu, mais en fait on parle très peu de l'origine de ces victimes russes. Ce n'est pas une agression ukrainienne, c'est une agression russe, c'est une invasion russe. Et il faut mettre en avant surtout le fait que c'est leur propre gouvernement, c'est leur propre choix. Non, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Qui est à l'origine de ça. Oui, mais nous-mêmes, on s'étonne que l'Ukraine ne riposte pas davantage. C'est pour concentrer ses armes ailleurs, on le suppose. Oui, bon, encore une fois, je suis conseillère en art, je ne suis pas du tout expert militaire. Je pense pas que j'ai des compétences pour donner... Non, mais on vous interroge en tant qu'Ukrainienne, évidemment. Autre terrain d'opération, Lysychansk, qu'on va peut-être revoir la carte. Alors là, on est en plein dans l'Est et l'oblast de Lugansk, c'est ça. Alors là, c'est contradictoire, général. Les Russes disent quoi? Ils disent désormais, on encercle complètement la ville. Les Ukrainiens disent pas du tout. Je répondrai en regardant ce que disait le ministère des Armées françaises sur la situation du 30 au 1er juillet. Front Est, les combats se poursuivent à Lysychansk avec de nombreux bombardements aériens et d'artillerie. Les forces russes encerclent la ville. Voilà ce que ça, c'est ce que dit qui? L'armée française? Oui.
Ah bon? Oui, sur le site de l'armée française, du ministère de la Défense. Et ça, ah bon, il y a des communiqués comme ça qui tombent tous les jours. C'est assez sibyllin parce que en fait c'est très bref. Ils veulent certainement pas donner des renseignements aux Russes en parlant trop. Donc c'est toujours très. Et ça, c'est quoi? Ce sont nos satellites militaires qui disent ça? C'est la direction du renseignement militaire qui doit fournir ça au ministère des Armées pour qu'il le publie. Si vous voulez, par exemple, le front nord, poursuite des frappes russes sur les zones frontalières entre la ville de Soumy et de Kharkiv. Ah, mais vous êtes en train de nous dire que pour savoir ce qui se passe dans le Donbass, où il suffit de lire les communiqués de l'armée française? Non, je dirais pas ça parce que c'est vraiment très succinct. Vous voyez, ça comprend que quelques lignes. Mais en fait, ça donne quand même des indications. Donc si la DRM, parce que je pense que c'est la direction du renseignement militaire, dit que c'est encerclé, c'est qu'ils ont le sentiment... et ils ont certainement des preuves pour montrer que la ville est encerclée. Mais c'est normal que les Ukrainiens disent que ce ne soit pas encerclé. Ça fait partie de la psychologie, les actions psychologiques font partie de la guerre. Donc c'est important qu'ils communiquent en disant non, nous ne sommes pas encore encerclés. Ouais, Jérôme Poirot. Oui, la question de la communication a toujours été fondamentale dans la guerre, mais ce qui est très intéressant dans ce que vous relevez, ce que dit le général, c'est qu'effectivement, il y a de l'information. Alors, le niveau de précision c'est pas au mètre près, mais enfin, ce sont des informations très importantes et qui engagent la France. Si la France communique en donnant ce type d'informations, c'est qu'effectivement, ces services de renseignement... Mais pourquoi ils communiquent d'ailleurs? Parce que c'est très utile d'avoir une information, une image la plus précise possible, j'allais dire la plus objective possible, et la France est en mesure d'apporter de l'information objective, puisqu'elle n'est pas dans cette guerre de la communication entre les deux belligérants. Et donc c'est important, je crois, de savoir pour l'opinion française, mais au-delà, que, comme vous l'indiquiez, la ville est encerclée. Alors, elle est plus ou moins étroitement, ça ne veut pas dire que les soldats et la population qui est encerclée sera forcément prisonnière, mais c'est une information utile. Vous êtes en train de nous dire que l'Ouest sait parfaitement ce qui se passe bien sûr, en temps réel. Oui. Ouais. Et donc que les communiqués russes, les communiqués ukrainiens, ça nous fait ni chaud ni froid. Quoi. Alors, dans la propagande, il peut y avoir des éléments de vérité. C'est d'ailleurs toujours plus intéressant quand... il suffit de les chercher. Au sein de la vérité, on glisse quelques mensonges. Mais c'est vraisemblablement la guerre, la première guerre où il y a autant de ce qu'on appelle de capteurs dans le domaine du renseignement, c'est-à-dire de sources de renseignement de satellites, avions, drones. Bien sûr, et puis du renseignement de terrain, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain, soit... Dont des conseillers français? Alors, il y a beaucoup de conseillers étrangers, français, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de... Vous avancez pas trop, de conseillers, évidemment, qui sont sur place, donc soit qui observent, et qui observent très près, qui peuvent être d'ailleurs avec les troupes ukrainiennes, mais avec aussi des moyens techniques de terrain pour capter beaucoup d'informations, ce qui donne la qualité des communiqués du gouvernement français, enfin des armées en l'occurrence. Et puis il y a aussi beaucoup de coopération entre les services de renseignement occidentaux et ukrainiens qui mettent en commun beaucoup de choses. Qui est-ce qui donne le plus de renseignements à Zelensky, aux Ukrainiens? Ce sont les Américains. Oui, pour une raison essentielle, c'est que l'appareil de renseignement américain est d'une puissance qu'on a du mal à imaginer. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que c'est leur intérêt, considèrent-ils, de donner tout le renseignement dont les Ukrainiens ont besoin. Donc, à la fois les moyens et la volonté font qu'ils inondent, et c'est très bien, les Ukrainiens de... On dit qu'en